tête en bas. « Vraiment, papa, tu es trop vieux, » disait le fils du père Thomas. « À ton âge, ce n'est pas sérieux de se tenir la tête en bas. » Dans ma jeunesse, j'avais peur de me faire mal à la cervelle. Mais aujourd'hui, pour mon bonheur, cette pose m'est naturelle. « Mais tu es gros, tu es bouffi. Pourquoi toujours faire la culbute ?» demandait le gosse ébahi. « Cela va finir par une chute. » Dans ma jeunesse, à tout hasard, j'utilisais ce bon onguent. Grâce à lui, je restais gaillard et ne crains pas les accidents. « Mais les vieillards n'ont plus de dents, » s'étonnait le jeune garçon. « Et pourtant, c'est bien évident, tu dévores tout sans façon. » Dans ma jeunesse, comme avocat, j'ai discouru dans les prétoires. C'est en défendant tant de cas que j'ai fortifié mes mâchoires. « Mais papa, reprit les gamins, pourquoi faut-il que tu sautilles, comme le ferait un vieux lutin, en jonglant avec une anguille ?»« Mon enfant, dit le père Thomas, si tu ajoutes encore un mot, je t'expédie la tête en bas d'un coup de pied au bas du dos. » Le livre des animaux. Un matin, pendant que le prince Paul jouait avec son lapin, sa nourrice vint l'appeler. « Paul, le Premier ministre et son secrétaire voudraient te parler. »« Prince, dit le secrétaire, depuis la mort de notre vieux roi, vous êtes l'héritier du trône. Désormais, vos sujets ont économisé suffisamment d'argent pour vous acheter une couronne. Nous allons donc vous nommer roi. » « Pourrais-je ensuite faire tout ce que je voudrais ?» demanda le prince. « Bien sûr, répondit le Premier ministre, mais nous devons d'abord vous couronner. » Le prince Paul monta dans le carrosse royal avec son lapin, le Premier ministre et le secrétaire. Tout le long du parcours, la foule agitait des drapeaux. Paul fut sacré roi l'après-midi même. Mais son manteau de cour était lourd, et tant de gens lui baisaient la main qu'il commença à se sentir très fatigué et à avoir très faim. Il fut bien content de rentrer enfin au palais. Là, le roi Paul dévora à belles dents, surtout un gâteau au chocolat, vraiment délicieux. Quand il eut fini, il annonça « Je vais visiter la bibliothèque royale. » Et il partit en courant, son lapin sur les talons. Dans la bibliothèque, il retrouva le Premier ministre et son secrétaire. « Je veux lire tous ces beaux livres » s'écria Paul. « Je ne vous le conseille pas, Majesté, » dit le secrétaire. « Le vieux roi était un peu magicien. »« Ah bon? Mais je puis quand même en lire un » demanda Paul en prenant un énorme album intitulé « Le livre des animaux. »« Non, Majesté. Il vaut mieux pas, dit le secrétaire. Trop tard, Paul avait déjà ouvert le volume. Sur la première page figurait un superbe papillon. « Comme il est joli !» s'exclama le roi. À cet instant, le papillon se détacha de la page et s'envola par la fenêtre. En tournant la page, Paul découvrit un magnifique oiseau bleu dessiné à la perfection. L'oiseau se mit à battre des ailes, puis il les déploya toutes grandes et prit son vol à son tour. « Majesté, croyez-moi, déclara le Premier ministre, mieux vaut ne pas toucher à ces livres. » Il saisit l'album, le referma d'un coup sec et le rangea très très haut. Paul, vexé, prit son lapin sous le bras et s'en alla. Toute la nuit, le roi Paul songea au livre interdit. Le lendemain, en s'éveillant, il dit à sa nourrice « Nounou, il faut que tu m'aides. J'ai besoin d'un livre de la bibliothèque, mais il est placé trop haut. » La nourrice murmura « Je me demande ce que tu mijotes. » Mais elle alla prendre le livre. Paul courut se cacher au fond du jardin et ouvrit l'album. Et les 2 premières pages, d'où le papillon et l'oiseau s'étaient envolés, étaient blanches. Sur la 3e, à côté d'un palmier, était peint un grand dragon rouge.
Avant que Paul, effrayé, ait pu tourner la page, le dragon sauta hors du livre et se mit à grandir. Puis il s'élança par-dessus les arbres et les champs. Paul fut horrifié. Il avait laissé s'enfuir un redoutable dragon qui allait semer la panique parmi ses sujets. « Je suis un mauvais roi !» sanglotait-il. En pleurant, le roi Paul courut chez sa nourrice. « Au secours! Le dragon s'est échappé du livre magique, je l'ai laissé s'envoler !» La nourrice alla quérir le Premier ministre et son secrétaire. Ceux-ci mobilisèrent aussitôt l'armée. Tout le jour, les soldats restèrent sur le qui-vive. Mais le soir, ils allèrent dîner. Alors le dragon, qui avait faim, lui aussi, dévora l'équipe de football. Le jour suivant, le dragon avala le Parlement et croqua le Premier ministre. Le secrétaire, par chance, était resté dans la bibliothèque. Les gens étaient affolés et furieux contre le roi. Paul demanda conseil au secrétaire qui déclara « Seule une chimère peut venir à bout d'un dragon, Majesté. » Alors Paul chercha la chimère dans le livre des animaux. C'était une drôle de bête. La chimère se frotta les yeux, puis elle déboula hors du livre et se mit à grandir. « Va vite tuer le dragon !» lui ordonna le roi Paul. Mais la chimère, qui n'avait pas envie de se battre contre un pareil monstre, se réfugia dans les écuries, où le dragon n'en fit qu'une mouchée. « Je suis le roi !» se disait Paul. « Il me faut absolument trouver le moyen de protéger mes sujets. » S'enfermant dans la bibliothèque, il y lut tous les livres écrits sur les dragons. Il apprit ainsi que ceux-ci ne peuvent supporter la chaleur du soleil de midi dans le désert. Paul reprit alors le livre des animaux. Il lui fallait un coursier rapide. Ouvrant la page au mot Pégase, il fit bondir un splendide cheval ailé qui l'enfourcha aussitôt. Tous deux survolèrent collines et forêts à la recherche du dragon. Après quelque temps, ils aperçurent une fumée grise qui sortait de derrière un arbre. L'ennemi ronflait sous les branches. Quand le monstre se réveilla, il poussa un formidable rugissement. « Porte-moi dans le désert !» hurla Paul à Pégase. La bête ailée franchit les montagnes, les vallées et les fleuves, tandis que le dragon courait derrière eux. À midi, ils arrivèrent enfin dans le désert. Le soleil brillait très fort et ne laissait pas un seul coin d'ombre. Paul descendit de sa monture, ouvrit le livre des animaux à la page où se dressait le palmier et le posa sur le sol. Puis il remonta sur Pégase. Il était temps, le dragon arrivait. Le monstre avait affreusement chaud. Il crachait d'énormes nuages de vapeur. Pégase alors se mit à voler autour de lui en agitant ses ailes. Aveuglé par la fumée, le dragon ne vit pas le roi. Mais il avait de plus en plus chaud et cherchait partout un petit peu d'ombre. Soudain, il aperçut le palmier et sauta sur le livre, où il reprit sa place dans l'image. Paul referma vite l'album. « Hurrah! Nous avons gagné !» s'écria-t-il. À ce moment, ils entendirent des bravos. C'était l'équipe de football, le Premier ministre et la chimère que le dragon avait dû abandonner. « Je vais vous ramener chez vous, dit Pégase au roi Paul. Puis je rentrerai dans le livre avec la chimère. Promets-moi de remettre le volume à sa place. Dans 5 années, la magie du vieux roi prendra fin. » Paul tint fidèlement sa promesse. Et les habitants du royaume furent désormais très fiers de leur vaillant petit roi. Le loup qui se fit agneau. Le vieux loup était bien malheureux. S'étant foulé la cheville, il n'avait pu chasser depuis une semaine et son pauvre estomac vide gargouillait en protestant lamentablement. Pour ajouter à son malheur, un troupeau de jeunes agneaux très appétissants broutait l'herbe du pré juste sous son nez. Le loup contempla tristement les restes de son dernier repas,
Une toison toute sale et quelques os tout usés qu'il avait déjà rangés plus de 20 fois. « Pouah !» dit-il d'un air dégoûté. « Ils n'ont vraiment plus aucun goût. » À cet instant précis, une idée lumineuse lui traversa l'esprit. « Mais bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Si je me déguise en agneau, pas besoin de chasser. Je n'aurai qu'à me glisser parmi le troupeau et le tour sera joué. Je choisirai bien à l'aise l'agneau le plus jeune, le plus dodu et le plus tendre. Et sans me fatiguer, je ferai ce soir un repas de roi. » En endossant la vieille toison, le loup riait à se décrocher les mâchoires. Puis il alla, clopin, se faufiler parmi les agneaux. À la fin du jour, le berger ramena son troupeau dans l'enclos. Le loup baissait la tête pour passer inaperçu, si bien qu'il ne vit pas le couteau que l'homme portait à la ceinture. « Il y a longtemps que ma femme et mes enfants n'ont pas mangé de gigot, » se disait le berger. Sans attendre, il se précipita sur le plus gros des agneaux et lui trancha la gorge sans lui laisser le temps de réagir. Mais quand il retourna l'animal, il s'aperçut qu'il venait de tuer son vieil ennemi le loup. « Ha ha, vieux farceur !» s'écria le berger. « Tu m'as eu encore une fois, mais une simple toison n'a pas suffi à te changer en agneau. Tu n'auras même pas l'honneur d'orner notre table, car ta chair est immangeable. » Mon dîner chez le magicien. J'ai participé dans ma vie à toutes sortes de repas extraordinaires. Je pourrais vous narrer mon dîner dans une mine ou mon déjeuner chez un millionnaire, mais je pense que vous préférerez entendre raconter celui que je partageais avec un magicien. Lorsque je rencontrai M. Magnus pour la première fois, j'étais loin de me douter que c'était un magicien. Cet après-midi-là, au moment où je traversais une rue encombrée, un petit homme manqua se jeter sous une voiture, juste sous mes yeux. Si je ne l'avais rattrapé par le col de son manteau, il aurait été renversé. Ce premier jour, il me parut pas spécialement étrange. Je remarquai seulement ses 2 grandes oreilles, surmontées chacune d'une touffe de poils. Persuadé que je lui avais sauvé la vie, il m'invita à manger en sa compagnie quelques jours plus tard. Le mercredi suivant, je me rendis donc chez lui à l'heure convenue. Je ne vous dirai pas où, car vous seriez tenté d'aller le trouver et vous risqueriez de le mettre fort en colère. Quand je frappais, la porte me parut très normale, mais lorsque je fus à l'intérieur, je découvris une pièce tout à fait originale. Il y avait là 2 tables. L'une était en cuivre et supportait une boule de cristal. L'autre, taillée dans un large morceau de bois sombre, comportait des emplacements découpés pour les genoux. La lumière venait d'une plante verte dont les fleurs ressemblaient à des ampoules électriques. Mais je les ai touchées, elles étaient froides et lisses. En guise de papier peint, les murs étaient couverts de tentures ornées de broderies représentant des fleurs et des animaux. Mais elles étaient très spéciales. Tant que vous les regardiez, les motifs restaient immobiles. Mais si vous les quittiez des yeux un instant, ils changeaient de forme. « Bien, » dit M. Magnus. « J'espère que vous n'êtes pas trop impressionnable. »« Non, pas très, » répondis-je. « Tant mieux. Je vais appeler ma servante. Mais je tenais à vous prévenir qu'elle est un peu bizarre. » À ces mots, M. Magnus fit claquer le haut de ses oreilles contre son crâne. D'un gros pot de cuivre, rangé dans un coin, sortit ce que j'ai pris d'abord pour un serpent humide. Mais je vis qu'il était couvert de ventouses. C'était le tentacule d'une pieuvre. Celle-ci apparut bientôt tout entière et glissa contre le mur, puis le long du plafond. Arrivée au-dessus de la table,
elle resta suspendue par un bras et, des 7 autres, dressa soigneusement la table. « Voici Noémie », présenta M. Magnus. « Elle me rend bien plus de service qu'une servante. Elle a davantage de bras pour travailler. Bon, que désirez-vous pour dîner? Vous avez le choix. Tarte au potiron, soupe aux épinards? Merci, je prendrai bien un peu de soupe. » M. Magnus portait un haut de forme. Cela ne m'avait pas paru étrange, mais je ne m'attendais certes pas à ce qu'il l'ôte pour en verser la soupe dans nos bols. « Ce serait meilleur avec un peu de crème, n'est-ce pas? Viens ici tout de suite, Perrette, » appela alors M. Magnus. Une petite vache verte, à peu près de la taille d'un lapin, sortit d'un coffre, sauta sur la table et se tint devant M. Magnus, qui se mit à la traire dans un pot à crème en argent. Noémie nous le tendit pour que nous nous servions. La crème était exquise et j'aimais beaucoup la soupe. « Que souhaiteriez-vous ensuite » me demanda M. Magnus. « Oh, décidez. »« Bon, » trancha M. Magnus. « Nous aurons du poisson grillé et ensuite de la dinde. Attrape-nous un poisson, Noémie, et prépare-toi à le faire griller, Pompéi. » J'entendis du bruit dans la cheminée et Pompéi en sortit. C'était un petit dragon charmant à voir. Étant resté longtemps allongé sur les braises, il était chauffé au rouge. « Allons, Pompéi, » ordonna M. Magnus, « relève ta queue. Si tu brûles encore le tapis, je vais t'arroser d'eau froide. » J'étais si occupé à observer le petit dragon que je ne vis pas Noémie pêcher le poisson. Lorsque je la regardai à nouveau, elle avait fini de le vider et le jetait à Pompéi. Celui-ci le saisit avec ses pattes de devant, qui étaient juste à la bonne température. Noémie lui tendit une assiette, puis elle nous servit le poisson encore grésillant. « Un dragon peut se rendre très utile, » commenta M. Magnus. « Et il est beaucoup plus efficace qu'un chien contre les voleurs. » J'ai honte de vous le dire, M. Magnus, mais Pompéi est le premier dragon que je vois, » hasardai-je timidement. « Naturellement, suis-je sot ?» s'écria M. Magnus. « Mais peut-être avez-vous déjà deviné que je suis magicien. » Cependant, Pompéi commençait à souffrir du froid. Il claquait des dents et fut tout heureux de retourner dans le feu. Noémie nous présenta alors une belle dinde rôtie. M. Magnus sortit de sa poche un pipeau et souffla dedans. 6 grosses saucisses rôties apparurent à l'autre bout et vinrent entourer la dinde. Noémie nous servit les légumes. Je ne sais où les avait pris. Quant à la sauce, elle sortit, elle aussi, du chapeau de M. Magnus. « Je vais préparer quelques fruits pendant que nous mangeons, » annonça alors M. Magnus. Il se leva et frappa plusieurs fois la table avec sa baguette. Le bois se souleva en différents endroits, puis craqua, et de minuscules pousses vertes apparurent. Elles devinrent de petits arbres couverts de magnifiques fruits dorés que M. Magnus appela des mangues. « Le seul bon endroit pour manger des mangues, expliqua-t-il, est une baignoire. Cela fait tant de saleté. Les mangues ont une peau résistante et une chair très juteuse. Lorsque vous entamez la peau, tout le jus jaillit. Mais ne vous inquiétez pas, cette mangue-ci ne vous éclaboussera pas. » Et il enchanta le fruit avant que je ne le mange. C'était exquis. Ensuite, il me donna 5 autres mangues pour emporter à la maison. Tandis que nous buvions du café, provenant encore une fois du chapeau de M. Magnus, nous bavardâmes un moment. Puis je dis que je devais rentrer. Noémie me tendit mon manteau avec 2 tentacules et m'aida à l'enfiler. « Je vais vous ramener, » déclara M. Magnus. « Installez-vous sur ces tapis et fermez les yeux, sinon vous aurez le vertige. Cela arrive souvent la première fois qu'on voyage en tapis volant. » Mon ami indiqua mon adresse au tapis et fit claquer ses oreilles. Je sentis passer sur mes joues un souffle d'air froid et me trouvai légèrement étourdi. Puis l'air fut de nouveau tiède et M. Magnus me dit d'ouvrir les yeux. Je me trouvais chez moi, dans mon salon. « Bonne nuit »,
souhaita M. Magnus en me serrant la main. Puis il fit claquer ses oreilles et le tapis disparut. Je restai seul dans la pièce. Mais les 5 mangues dans mes bras me prouvaient que je n'avais pas rêvé. Un kart pas comme les autres. Pour ses 6 ans, Sophie a reçu un kart magnifique. Je vais l'essayer tout de suite, décide-t-elle. Sophie démarre à toute vitesse en klaxonnant plusieurs fois. Mais soudain, sans qu'elle ait touché à rien, l'engin quitte le chemin. « Arrête, arrête !» hurle Sophie. Mais le kart fonce comme un bolide à travers les champs. Brusquement, il stoppe pile devant une énorme meule de foin. « Ça t'apprendra à rouler comme une folle !» gronde-t-il. Un kart qui parle. Sophie n'en croit pas ses oreilles. « Je ne suis pas un kart ordinaire !» déclare l'engin. Il joue un air de klaxon et une porte s'ouvre dans la meule. Le kart s'y engouffre. Sophie regarde avec émerveillement autour d'elle. Les arbres sont roses et bleus et leurs fruits multicolores. « Je voudrais bien en cueillir un », dit Sophie toute joyeuse. « D'accord », répond le kart, « mais fais vite. » Plus loin, un écriteau indique « Village des feux d'artifice ». « Oh, allons-y !» s'exclame Sophie. Et les voilà repartis. Lorsqu'ils approchent du village, la nuit est presque tombée. Tout à coup, crac-bang! Des fusées explosent de tous côtés, éclairant le paysage d'une splendide lumière argentée. C'est la fête. Toutes les rues sont ornées d'étoiles et de lampions. Tout le long des trottoirs, des centaines de jouets poussent des cris de joie et d'admiration. Mais voilà qu'une poupée arrive dans une belle voiture jaune. Plus loin, un clown tente de faire démarrer un vieux taco. « Regarde, il va y avoir une course !» s'écrie Sophie très excitée. « Viens, nous allons y participer !» Sophie et le kart vont prendre place sur la ligne de départ. À côté d'eux, un écureuil en casquette à carreaux essuie ses lunettes. Alors, un soldat de plomb agite son drapeau et crie « 1, 2, 3, partez !» Vroom, vroom, les voitures foncent. Rangés le long du parcours, les spectateurs battent des mains. L'auto de l'écureuil tombe en panne et celle de la poupée prend la tête. « Nous allons perdre !» crie Sophie. Mais le kart accélère et pénètre dans un tunnel. Au-dessus de l'entrée, un panneau indique « Raccourci par le tunnel du Rhin ». Dès qu'ils sont dans le tunnel, Sophie et le kart se mettent à rire aux éclats sans pouvoir s'arrêter. Le tunnel lui-même, il tremble même de rire. Nous sommes les deuxièmes, constate Sophie à la sortie. Mais le kart s'élance à plein gaz et dépasse de justesse l'auto de la poupée sur la ligne d'arrivée. La foule acclame les vainqueurs. Le prince des marionnettes vient les féliciter. Il remet à Sophie une boîte remplie de fusées et décore le kart d'une superbe cocarde. « C'est certainement ma plus belle course !» confie le kart à sa passagère sur la route du retour. « Et moi, c'est mon plus bel anniversaire !» renchérit Sophie, comblée. Papa et le chat perché. Ce matin, le chat perché sur l'arbre est resté bloqué. « Je le prends, ne bougez pas !» a déclaré mon papa. Mais le grand arbre est touffu, le grand arbre est tout tordu. Maman a dit à papa « Attention, ne tombe pas !» À quoi rime cet effroi? Un bon grimpeur comme moi ne fait pas tant d'embarras, a protesté mon papa. Pour clôturer la querelle, papa a dressé l'échelle. Mais un barreau vermoulu, à mi-hauteur, s'est rompu. Papa, sur son postérieur, écroulé parmi les fleurs, a fait « Ce n'est rien du tout, je l'aurai ce gros matou !» Choisissons les grands moyens pour déloger ce vaurien. Maman lui a répété « Tu vas te briser le nez !» Mais non, répondit papa, il suffit de monter là. Dans l'arbre, il s'est hissé, mais une branche a cassé.
Mon papa, les pieds en l'air, est tombé en un éclair. Maman a crié « Arrête, tu vas te casser la tête !» « Bêtise, dit papa fâché. Je suis à peine écorché, et sans me rompre le cou, je vais sauver ce charroux. » Sur le mur, le croiriez-vous, papa a grimpé d'un coup, puis d'un bond, il a sauté à côté du chat perché. L'animal épouvanté, au pied de l'arbre, a valsé. Il s'est retrouvé en bas, sans même faire un faux pas. « Viens, nous allons te donner du lait pour te consoler, » a dit maman au charroux, réfugié sur ses genoux. Le matou est bien descendu, mais là-haut, avez-vous vu? Mon papa, exténué, sur l'arbre est resté perché. Les cygnes sauvages. Bien loin d'ici, vivait jadis un roi qui était veuf. Il avait 11 fils et une fille, appelée Élisa. Il les aimait tous tendrement, et Élisa et ses frères étaient très heureux. Un jour, hélas, le roi se remaria. Sa nouvelle femme était très belle, mais aussi très méchante. Et surtout, elle détestait les enfants. De ce jour-là, la vie d'Élisa et de ses frères changea. Cependant, les années passèrent et les princes grandirent en courage et en bonté, tandis qu'Élisa croissait en beauté. La reine était terriblement jalouse. Ne pouvant supporter la présence de ses enfants doués de tant de qualités, elle chercha dans un livre de sorcellerie le moyen de se débarrasser d'eux. Un matin, elle réveilla les 11 princes de bonheur et les mena au fond du jardin. Là, elle les toucha l'un après l'autre sur la joue et leur cria « Devenez de noirs corbeaux et envolez-vous pour ne plus jamais revenir !» Mais les princes avaient le cœur si bon que la magie de la méchante reine ne put opérer tout à fait. Au lieu de se transformer en corbeaux, ils se changèrent en 11 magnifiques cygnes sauvages qui s'envolèrent sans dire un mot, car les cygnes ne peuvent pas parler. Ensuite, la reine réveilla Élisa. Elle frotta ses beaux cheveux blonds et son doux visage avec du broc de noix, et elle emmêla sa chevelure au point de la rendre totalement méconnaissable. Son père, en la voyant, s'effraya et ne reconnut pas sa fille. Il la prit pour une inconnue qui s'était introduite dans le château pour voler et la chassa. Élisa s'éloigna en pleurant à chaudes larmes. Elle décida de partir à la recherche de ses frères. Pendant des jours et des jours, la jeune fille marcha à travers champs et forêts. Finalement, elle arriva sur une plage où elle se baigna. L'eau emporta aussitôt la teinture qui la couvrait et elle retrouva sa beauté. À ce moment, retentirent de grands battements d'ailes. 11 superbes cygnes sauvages passèrent au-dessus d'Élisa, puis se posèrent majestueusement sur la grève non loin d'elle. Chacun d'eux portait sur la tête une petite couronne dorée. Peu à peu, le soleil déclina à l'horizon et les étoiles se mirent à briller dans le ciel. Alors, les 11 cygnes se dépouillèrent de leur plumage et la princesse reconnut ses frères. Poussant un cri de joie, elle courut vers eux. « Élisa, c'est toi, c'est vraiment toi, quel bonheur! Tu as pu échapper à la méchante reine !» s'écrièrent-ils. Élisa embrassa chacun de ses frères et leur proposa de rentrer au château. Mais les 11 princes hochèrent la tête tristement. « Impossible, Élisa. La nuit, nous redevenons des êtres humains. Mais le jour, nous sommes transformés en cygnes sauvages par le maléfice de la reine. Et nous n'avons le droit de regagner notre terre natale qu'une fois l'an, durant 11 jours. Nous sommes revenus chaque soir dans l'espoir de te voir. De l'autre côté de la mer s'étend un très beau pays. C'est là que nous vivons. Mais il nous faut franchir les eaux très rapidement, car après le coucher du soleil, nos ailes disparaissent. Sur la mer, il n'y a pas une seule île, seulement un rocher où nous tenons à peine les uns contre les autres et où nous passons la nuit. « Je veux partir avec vous, déclara Élisa. Ne me laissez pas seule. » Alors, les frères passèrent toute la nuit à tresser un filet avec de l'écorce de saule.
Quand les premiers rayons du soleil étincelèrent sur l'océan, les 11 princes se métamorphosèrent en cygnes et prirent dans leur bec le filet où Élisa s'était installée. Ils volèrent ainsi toute la journée. Ils avançaient lentement, de peur de laisser tomber leur sœur. Au crépuscule, ils aperçurent le rocher au milieu des flots. D'un moment à l'autre, ils allaient redevenir des êtres humains, incapables de voler. Les 11 cygnes battirent des ailes le plus vite possible, et à l'instant même où ils se posaient, leur plumage blanc disparut. Pendant toute la nuit, Élisa et ses frères se serrèrent les uns contre les autres pour ne pas être emportés par les vagues. Puis, au petit matin, les jeunes princes, à nouveau transformés en cygnes, poursuivirent leur voyage. Après de longues heures de vol, ils arrivèrent enfin dans leur refuge, épuisés, mais sains et saufs. Ils déposèrent Élisa devant une grotte. Et les jours passèrent. Tous les matins, les cygnes allaient chercher de la nourriture pour leur sœur. Parfois, ils rentraient en tremblant et l'un d'eux disait à la princesse « Le roi de ce pays a failli me tuer. Regarde, sa flèche m'a égratigné le dos. » Élisa, elle aussi, craignait pour ses frères. Elle cherchait désespérément un moyen de les délivrer du maléfice de la reine. Un jour, en se promenant, elle entrait dans un cimetière. Là, elle rencontra une vieille femme qui lui sembla pleine de sagesse et décida de lui demander conseil. Elle lui raconta son histoire et la supplia. « Aidez-moi, madame, je vous en prie. Tôt ou tard, les chasseurs finiront par tuer mes frères. » La vieille femme soupira et sourit tristement. « Il existe un moyen de les sauver, dit-elle. Mais pour cela, il te faudra beaucoup de courage. Je suis prête à faire n'importe quoi. Alors, écoute-moi bien. Vois-tu ces orties? Tu les cueilleras à main nue, et ta peau, en les touchant, se couvrira d'ampoules. Puis, tu les écraseras sous tes pieds nus. Avec le fil que tu en tireras, tu tisseras 11 chemises. Quand tu auras terminé, tu les jetteras sur tes frères et le charme sera rompu. Mais ce n'est pas tout. Depuis le moment où tu auras cueilli la première ortie jusqu'à ce que tes 11 frères aient revêtu leur chemise, tu ne devras pas dire un seul mot. Sinon, tes frères mourront. Élisa se dépêcha d'aller cueillir une brassée d'orties. Elle ressentait des brûlures cuisantes, mais elle n'y fit pas attention. Puis, elle porta les orties dans la grotte. Ce soir-là, quand les 11 cygnes revinrent auprès d'elle, la princesse était déjà en train de tisser. Ses frères virent ce qu'elle faisait pour eux et ils pleurèrent d'émotion. Oh, joie! En tombant sur les mains d'Élisa, les larmes des princes calmèrent aussitôt ses brûlures. Ainsi, jour après jour, Élisa cueillit des orties, les écrasa et les tissa. Or, un matin, le roi de ce pays vint à passer près de la grotte. Il fut frappé par la beauté de la jeune fille. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Il voulut prendre la brassée d'orties qu'Élisa tenait dans les mains, mais il recula aussitôt en poussant un cri de douleur. « Venez dans mon palais, dit-il. Mon médecin vous pansera les mains et les pieds, et si vous êtes aussi bonne que belle, je vous prendrai pour épouse. » Élisa aurait bien voulu lui raconter son histoire, mais elle savait qu'elle ne pouvait dire un mot sans mettre en danger la vie de ses frères. Elle eut tout juste le temps de ramasser les 10 chemises qu'elle avait terminées, et la 11e, qui était à moitié finie, avant que le roi ne l'emmène sur son cheval. Elle pleurait et le suppliait du regard, mais le roi refusa de la lâcher. Elle était si belle. Arrivé au palais, le roi enferma Élisa dans une chambre et manda sans tarder son médecin. « Elle est muette, dit-il, et ses mains et ses pieds sont couverts de cloques. Pouvez-vous la soigner ?»« Peut-être, répondit le docteur. En tout cas, je vais lui donner une lotion pour calmer la douleur. »
Cependant, quand les deux hommes arrivèrent dans la chambre, celle-ci était vide. Élisa s'était enfuie par la fenêtre. Tous deux, aussitôt, la suivirent et la découvrirent au cimetière. Là, dissimulée derrière les tombes, ils la virent cueillir des orties. « C'est une sorcière !» chuchota le médecin. Le roi fut très triste. Il supplia Élisa de lui expliquer ce qu'elle faisait là, mais la jeune fille ne pouvait répondre. « Si vous ne répondez pas, vous serez brûlée vive demain !» dit enfin le roi excédé. Élisa garda le silence, et le roi la fit jeter dans un cachot sombre et humide. Là, durant toute la nuit, elle écrasa les orties et tissa pour finir la 11e chemise. À l'aube, le bourreau vint la chercher. Il la fit monter dans un chariot et la conduisit vers le bûcher. Au moment d'allumer le feu, on entendit un grand bruissement d'ailes. La foule, ébahie, vit approcher 11 cygnes qui se posèrent autour du bûcher. Vite, Élisa passa une chemise autour du cou de chacun d'eux et chaque fois, le cygne se changea en prince. Puis, comme elle pouvait enfin parler, elle raconta toute son histoire. Alors le roi la détacha du bûcher et demanda « Maintenant que tu peux parler, Élisa, réponds-moi. Veux-tu m'épouser ?» Et la princesse Élisa répondit « Oui, très tendrement. »